Alors, c'est un sujet qui, jadis, aurait beaucoup surpris. Même n'aurait pas été compris. Pour une raison extrêmement simple, c'est que pendant très longtemps, il n'y avait aucune différence entre la science et la philosophie. D'ailleurs, c'est tellement... alors, vous savez, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Hein. Philo, Sophie. Bon. Mais l'idée d'une science qui ne serait pas en même temps une recherche de sagesse n'aurait été incomprise, si vous voulez. Et donc la philosophie, c'était la science. Et vous avez encore aujourd'hui, en milieu anglo-saxon ou dans les milieux allemands, vous avez ce qu'on appelle le PhD. En milieu anglo-saxon, un PhD, c'est un doctorat. Un doctorat de n'importe quelle matière. Mais si on remonte à l'étymologie PhD, ça veut dire doctorat en philosophie. Il n'y a pas... pendant des siècles, on ne voyait pas qu'il y ait une différence à faire entre science et philosophie. On n'avait pas l'idée de science fractionnée, saucissonnée en petits morceaux, comme aujourd'hui, et on n'avait pas l'idée que ce savoir n'ait pas été intégré dans une vision générale qui humaine, donc recherchant la sagesse. Alors, et ça c'est même au XVIIe siècle, quand vous lisez Descartes, Newton, etc., vous voyez très bien que la philosophie c'est la science. Il n'y a pas cette idée d'une discipline à part. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de philosophie? Alors, je vais vous proposer une définition ou une approche. Hein. La philosophie, c'est le fait de penser ou de parler en ayant conscience du sens des mots qu'on emploie. Et donc, c'est une définition très simple, et je vous propose donc de faire de la philosophie avec moi aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que je vais vous parler en faisant attention au sens des mots employés, et puis vous verrez que c'est très facile, c'est très simple, et ça, c'est très productif. Alors, la raison pour laquelle la philosophie n'est pas pratiquée de la même façon par tout le monde, c'est que justement, il y a un très gros défaut. Parce que si on essaye de parler en ayant conscience du sens des mots qu'on emploie, ça veut dire qu'on a un certain recul par rapport à ce qui est dit, et automatiquement, on est inapte à beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça qu'on parle de l'esprit de l'escalier, à propos des philosophes. Alors, je ne sais pas si l'image vous parle, mais c'est l'idée que c'est en arrivant en haut de l'escalier que le philosophe sait ce qu'il aurait dû dire quand il était en bas de l'escalier. Donc il y a parce qu'il y a ce retard d'allumage qui est propre du recul de la philosophie, et c'est pour ça, à votre image, on dit que la chouette de Minerve ne se lève qu'à la tombée de la nuit. Minerve étant la déesse favorite des philosophes. Alors, d'une certaine façon, nous avons défini la philosophie, et il faudra y définir la science. Alors ça, j'ai renoncé à le faire, parce que d'une part, vous avez tous une idée de ce qu'est la science, et d'autre part, parce que je vais la définir autrement, c'est-à-dire que la première partie, ça consistera à regarder d'où vient la science. Et au fond, le concept de science s'éclairera chemin faisant. Souvent, la méthode historique est la méthode la plus simple pour aborder un sujet, prendre les choses dans l'ordre, et il y a une logique, mais qui vient d'elle-même. Dans une deuxième partie, nous poserons la question: peut-on faire de la science comme si Dieu n'existait pas? Ce qui est le grand thème, la grande approche moderne, si vous voulez, du sujet. Dans une troisième partie, nous verrons les limites et les incertitudes de la science, et
dans une quatrième partie, à la demande d'Alexis Prudon, je parlerai du cas particulier de l'évolutionnisme. Alors, d'où vient la science ? Parce que quand on dit la science, vous voyez, on emploie l'article défini, la science, comme s'il n'y en avait qu'une. Or, par ailleurs, vous savez très bien qu'il y avait une science égyptienne, une science chinoise, une science babylonienne, etc. Alors comment se fait-il que, alors que la science a été diverse et diversifiée pendant des siècles et des siècles, on en vienne maintenant à utiliser l'article défini la science ? Et si vous voulez, la science babylonienne n'était pas dérisoire, et par exemple, les Babyloniens savaient extraire les racines cubiques. Un rapide sondage dans cette salle vous fera tout de suite comprendre que il ne faut pas forcément avoir un complexe de supériorité parce que nous arrivons après les Babyloniens, et qui ont fait des choses remarquables à beaucoup de sujets. Donc, d'où vient qu'il y ait aujourd'hui une science qui soit universelle, universalisable, et à ce point qu'on l'appelle la science ? Alors la réponse est très simple. Cette science universelle, etc., en réalité, c'est la science européenne. C'est-à-dire que c'est la science qui est née en Europe entre, disons, le 10e et le 17e siècle, si on veut, même 18e. Bon. Et pourquoi est-elle née en Europe et non ailleurs ? C'est parce qu'il y a eu ici, en ce lieu particulier, la convergence de deux traditions, de deux sources fondamentales, l'une qui est la logique grecque et l'autre qui est le concept biblique de création. Le concept qui a manqué à la pensée grecque, de la même façon que les Juifs n'avaient pas l'usage de la logique grecque, et les Chinois. Bon, si vous voulez, au Moyen-Âge, les Chinois avaient une technologie au moins aussi avancée que la nôtre, mais les Chinois sont des gens tout à fait intelligents, et la science n'est pas née en Chine, elle est née en Europe. Alors, pourquoi qu'est-ce que c'est que cette logique grecque pouvait apporter et que la logique chinoise ne pouvait pas apporter ? Eh bien, il faut bien voir que la logique grecque, c'est la logique de l'être. Donc il y a cette idée de l'être, il y a cette idée d'une permanence derrière ce qui change. Et le principe tout à fait caractéristique de la logique grecque, c'est le troisième principe, qui est le principe du tiers exclu. Donc la logique de l'être, c'est-à-dire on ne peut pas forcer le non-être à être et l'être à ne pas être. Et on ne peut pas. Alors évidemment, il y a de l'être, mais il y a du non-être, la contradiction. Et le tiers exclu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que être ou ne pas être, enfin, sous un même rapport, bien sûr. Alors, ce principe du tiers exclu est d'une productivité, d'une utilité considérable, parce qu'il gagne beaucoup de temps. C'est-à-dire que quand vous avez démontré quelque chose, eh bien vous savez déjà que le contraire de cette chose est faux. Vous n'êtes pas obligé de... Donc ça vous gagne 50% du travail intellectuel, d'une part, et ça permet un gain d'assurance intellectuelle considérable. Et ça, c'est quelque chose qui est qu'on voit très bien, justement, quand on compare le fonctionnement je dirais occidental et le fonctionnement oriental de type chinois. Pour prendre le théorème de Pythagore. C'est le théorème de Pythagore, on dit que dans un triangle, si on fait le triangle droit, enfin le triangle, la somme le carré des côtés est égal au carré de l'hypoténuse. C'est démontrable.
c'est démontrable de plusieurs façons. Le plus facile, c'est par la géométrie. Je pense que vous avez vu ça le moment venu. Une fois qu'on a fait la démonstration, on n'a pas besoin de la vérifier. Un Chinois, même ayant bien suivi la démonstration, il va sentir le besoin de prendre un triangle rectangle et de mesurer les côtés et puis de vérifier que c'est bien ça. Alors, je ne dis pas que la logique chinoise soit inférieure à la logique grecque sur le plan des vérités. Ce que je dis, je pense même que c'est le contraire. Mais ce que je dis, c'est que sur le plan de l'efficacité intellectuelle, le principe du tiers exclu donne un avantage considérable. Alors, c'est un avantage de simplicité qui est peut-être simpliste, mais c'est un avantage important. Et l'autre facteur qui explique que la science est née en Europe et pas ailleurs, donc c'est le concept biblique de création. Parce que de ce concept découle l'idée qu'il y a des lois dans la nature. C'est le mot de loi, lex, dans l'Antiquité, c'est les lois civiles, c'est les lois de la cité. Et l'idée qu'il y a des lois dans la nature, elle est, alors évidemment, dans la perspective biblique de la création, elle va de soi, puisque ce qui est a été créé par une intelligence, donc ce qui est a une raison d'être, ce qui est a une finalité, et l'intelligence qui a tout créé, évidemment, a tout créé de façon sage, de façon ordonnée, et on peut, puisque l'homme est lui-même créé, mais à l'image de Dieu, eh bien, dans une certaine mesure, il peut rentrer dans la pensée de Dieu, et il peut donc découvrir les lois de la nature. C'est Descartes qui a cette belle formule, il dit Dieu a posé des lois dans la nature, comme un roi pose des lois dans la cité. Mais jusque-là, dans l'Antiquité, le mot lex, c'était les lois de la cité, ce n'était pas les lois de la nature. Donc cette idée qu'il y a des lois dans la nature est évidemment une idée fondamentale pour le développement de la science. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à connaître si on n'a pas le pressentiment que ça sert à quelque chose et qu'on va effectivement trouver. Mais à partir du moment où on est chrétien, eh bien on sait que les créatures que nous voyons en face de nous sont justement des créatures, relèvent de la création, par un être intelligent qui a tout posé avec nombre, poids et mesure. Et donc, c'est un sens de chercher à comprendre comment ça marche et à chercher des rapports mathématisés entre les choses, etc. Donc ça, c'était vraiment très, très important qu'il y ait cette idée biblique de création. Maintenant, l'idée biblique de création, c'est pas simplement le fait qu'il y ait une intelligence à l'origine des choses. Il y a deux notions fondamentales qui sont dans cette idée biblique, c'est la création in principio, au commencement, et ex nihilo, à partir de rien. Donc le mot création dans la Bible, c'est pas un mot vague, c'est un mot extrêmement précis, et ça porte à conséquence. Alors je dirais, in principio, ça veut dire qu'il y a un avant et un après. Il y a le commencement, et puis il y a après le commencement. Et que se passe-t-il après le commencement? Vous savez, c'est que Dieu se repose. Alors, le repos de Dieu le 7e jour, c'est pas le fait que Dieu était fatigué. Évidemment, c'est le fait que Dieu cesse de créer. Et à ce moment-là, les causes secondes entrent en piste. Donc, il y a la période de la création, où Dieu seul opère, et même les anges, qui sont des créatures, évidemment, ne participent pas à l'œuvre de création, enfin, d'après les théologiens en tout cas. Et à partir du moment où le 6e jour s'achève par la création de l'homme et de la femme, eh bien, il est dit dans la Bible, et cela était très bon. C'est-à-dire que pour chaque jour de la création, on dit cela était bon, et puis le 6e jour, on dit cela était très bon. En réalité, c'est un superlatif. Ça veut dire que ça n'est pas perfectible.
Si vous voulez, Dieu, être parfait, crée des choses parfaites. Donc, ce qu'il a fait est parfait. Et si c'est parfait, ça ne peut pas être amélioré. Hein. Donc, il y a eu... Alors, bon, je ne vais pas développer, mais il y a énormément d'idées, évidemment, qui arrivent derrière. Et mais enfin, surtout, l'idée, c'est qu'il y a un ordre de la création, dont la clé est donnée dans la Bible, finalement, et puis un ordre de la providence, c'est-à-dire c'est ce qui se passe maintenant, depuis que la création est achevée. Et dans cet ordre de la providence, eh bien, tout se passe selon le fonctionnement des causes secondes, et ce fonctionnement, il est régulier, parce que Dieu ne change pas, donc la science est possible. La science est possible parce que ce sont des causes, les causes secondes sont des causes qui ont une vocation bien précise et qui n'ont pas le droit de sortir de leur vocation. Autrement dit, si les corps graves, si le lieu naturel des corps graves est le bas, comme dit Aristote, c'est-à-dire que si la gravité fait tomber les objets de haut en bas, eh bien, elle ne va pas demain, elle fera toujours tomber les objets de haut en bas et non pas l'inverse. Alors ça, c'est un point très important, parce que vous savez que les musulmans n'ont pas cette idée. C'est-à-dire que pour eux, Dieu est tout-puissant, et cette idée de loi de la nature serait une limite à la puissance de Dieu. Donc, alors ça les rend très ouverts à tout ce qui est magique et surnaturel, mais en même temps, ça les rend, disons, défectueux en ce qui concerne la confiance dans les causes secondes qui est nécessaire au travail de la science moderne. Voilà. Donc ça, c'était pour dire que la science, que je ne vais pas définir avec des mots, mais que j'ai défini par l'histoire de la science, présuppose la logique et puis le concept biblique de création. Alors le problème, deuxième partie, peut-on faire de la science comme si Dieu n'existait pas? Autrement dit, tout ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire les objets qui nous entourent, qui sont des créatures, et qui fonctionnent selon des causes secondes qui ont été mises en place par Dieu, est-il raisonnable de prétendre qu'on va connaître ce que c'est et comment ça marche sans tenir compte du fait que ça a été créé par un être intelligent? Donc c'est agir intelligemment, c'est agir en vue d'une fin. Donc dans la vision biblique du monde, la finalité est une notion fondamentale. Tout a une raison d'être, et tout procède d'une intelligence. Un exemple très, très simple, l'oiseau. L'oiseau est fait pour voler. Alors, le concept de vol s'étend et permet de comprendre tout ce qui caractérise un oiseau. Alors, l'oiseau a des plumes, si vous voulez, donc c'est très très léger, mais ça, en même temps, ça lui permet de... alors, c'est pas évident du tout de voler, puisque évidemment, ça va tellement vite que vous ne pouvez pas le voir, mais l'oiseau, évidemment, ses ailes montent et descendent. Mais si vous faites ça, vous n'allez pas vous soulever, puisque évidemment, vous pouvez bien sûr faire un peu de portance en abaissant les ailes vers le bas, mais au moment où vous allez remonter, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. L'oiseau, lui, y arrive parce que ses plumes, elles font un quart de tour, mais ça va très très vite. En même temps, il faut qu'il soit très léger, donc les os sont creux. Alors maintenant, on est habitué à avoir des structures creuses qui ont par exemple en architecture, on fait des structures à très grande portée, mais qui sont creuses. Bon, c'est le principe des os des oiseaux. Vous avez le cœur de l'oiseau qui est tout petit, mais qui bat à 400 coups par minute. C'est exactement comme les moteurs de voitures, je sais pas, enfin, vous savez peut-être ça, mais maintenant on essaye de standardiser les moteurs, mais simplement, comme il y a des voitures qui vont aller plus vite que d'autres, on augmente le taux de compression. Ce qui permet, pour exactement le même moteur, d'avoir une puissance, de déployer une puissance beaucoup plus importante.
Donc c'est exactement le principe, si vous voulez, du cœur de l'oiseau, qui est tout petit, mais qui bat très vite. Bon. Alors, on pourrait là faire une conférence entière hein, sur le vol, mais un exemple encore très, très frappant. Vous savez que en général les mammifères, si vous voulez, ont une période de gestation du petit dans le corps de la mère. Alors le problème, c'est que ça alourdit considérablement. Vous savez qu'en espagnol, une femme enceinte, on dit qu'elle est embarazada. C'est embarrassant, si vous voulez. Alors, la mère oiseau, elle ne pourrait plus voler. Donc, elle pond un œuf. L'œuf reste dans le nid et elle a gardé son poids initial et elle peut voler. Et puis, à ce moment-là, c'est le père qui pourra couver pendant qu'elle va chercher sa nourriture, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que l'oiseau se comprend très très bien quand on a cette idée. La finalité de l'oiseau, c'est voler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait de la biologie, de la zoologie, etc. Et on n'a pas le droit de parler de finalité. On s'interdit de parler de finalité. Et ça n'est pas forcément un avantage pour la science. Alors, il y a ce qu'on appelle le positivisme. Hein. Il y a cette idée, évidemment, que justement, on peut faire tout reposer uniquement sur l'observation sans faire d'hypothèse sur la finalité. Parce que pourquoi est-ce que certaines personnes sont gênées par la notion de finalité? C'est parce que on a parlé tout à l'heure des causes secondes. Mais s'il y a des causes secondes, il y a une cause première. Et s'il y a une finalité, il y a forcément une finalité de la finalité. Et la démarche finaliste, inévitablement, à un moment donné, débouche sur l'idée d'une fin première qui est justement le créateur. C'est-à-dire que la finalité de la création, c'est de faire retour vers le créateur. Alors ça gêne un certain nombre d'esprits qui ont décidé, alors ça a commencé même au XVIe siècle, hein, mais puis beaucoup au XVIIe, encore plus au XVIIIe. Il y a cette idée que ce qui compte, c'est la raison individuelle de chaque être humain. Hein. Et vous avez le philosophe Kant qui est très connu, malheureusement, trop connu, enfin, qui fait tout reposer sur la raison. Alors, vous allez me dire, mais justement, puisque Dieu a fait les choses raisonnablement, la raison est une très bonne chose. Bien sûr, c'est une très bonne chose, mais ça n'est pas notre raison qui donne la raison des choses. Or, dans l'approche positiviste, évidemment, tout repose sur la pensée individuelle. Alors ça a commencé, vous savez, avec la formule de Descartes, hein, je pense donc je suis. C'est absurde. Hein. Alors évidemment, lui en tire des conclusions qui ne sont pas absurdes, si vous voulez. Descartes est un homme très intelligent. Mais ce que je veux dire, c'est que son attitude intellectuelle a lancé la pensée européenne sur une pente glissante qui inévitablement l'amène à se couper de Dieu. Alors, à ce point qu'on va finir par refaire l'histoire. Hein, pour Jean-Jacques Rousseau, qui est un auteur qu'on lit encore beaucoup, en tout cas qu'on étudie dans les écoles, Jean-Jacques Rousseau a réinventé une histoire de l'humanité avec le bon sauvage. Enfin, si vous voulez, il a projeté sur le passé quelque chose, mais absolument sans aucune recherche archéologique quelconque, ni quoi que ce soit. Donc il y a cette idée que dans son... l'homme tout seul dans sa chambre est capable de créer les êtres sur lesquels il va raisonner, etc. Donc alors, ça a été
un petit peu la même démarche chez Auguste Comte. Alors évidemment, le positivisme, on le rattache à Auguste Comte. Vous savez, Auguste Comte a inventé la loi des trois âges de l'humanité. Alors il y a eu un âge théologique où justement les gens se préoccupaient des divinités, un âge philosophique, là alors la raison autonome apparaît, et puis on va maintenant, dit-il, vers l'âge scientifique, où c'est la science, donc c'est une connaissance, mais faisant complètement abstraction des considérations dont j'ai parlé avant, qui intervient. Et Renan, qui est un contemporain pratiquement presque d'Auguste Comte, a une très bonne formule. Alors Renan se considérait comme un historien, et il dit alors il y a une chose qu'un théologien ne pourra jamais être, je veux dire être historien, parce que le théologien a un préjugé, c'est son dogme. Ça veut dire que si vous cette proposition en elle-même est très intéressante, parce que, évidemment, d'une part, c'est faux, mais surtout, c'est une méconnaissance de ce qu'est le dogme. Parce que le dogme n'est pas du tout une invention de la raison individuelle. Ça n'est pas Jean-Jacques Rousseau qui invente le bon sauvage de chez lui, si vous voulez. Le dogme, c'est le résultat d'une tradition, d'un grand nombre d'intelligences du passé qui ont mis en forme une connaissance rationnelle de ce que peut être Dieu ou les vérités de la religion. Donc le dogme n'est pas un préjugé individuel. Le dogme, c'est une adhésion de raison à des raisons qui ont été transmises par un grand nombre de générations de gens qui ont réfléchi au sujet. Alors vous avez aussi cette formule très connue de Victor Hugo qui dit « mais le savant doit suspendre sa foi, accrocher sa foi au vestiaire quand il entre dans le laboratoire ». Donc ça c'est la confusion, si vous voulez, entre le fait que, inévitablement, chacun a des biais personnels, chacun a des convictions dont il ne va pas se séparer parce qu'il entre dans le laboratoire, dont par contre il peut avoir tout à fait conscience, de façon à s'en méfier. Et donc on a confondu, à ce moment-là, la cohérence des convictions et le concept de préjugé qu'on utilise de façon, à tout propos, de façon inadéquate. Alors, je vais vous donner un exemple intéressant, celui de Lysenko. Lysenko, c'est un biologiste marxiste contemporain de Staline, donc c'est entre les deux guerres, si vous voulez. Alors, Lysenko était un agronome, de talent d'ailleurs, et qui est devenu le patron de la biologie sous Staline. Vous savez que le marxisme avait la prétention de forger un homme nouveau, et il fallait donc que l'homo soviéticus à venir fût supérieur à l'homme habituel. Donc la génétique, comme on la connaît depuis Mendel, si vous voulez, la génétique constate la reproduction des espèces. On parle de reproduction, c'est-à-dire on produit la même chose que ce qui existait avant. Alors évidemment, dans une perspective de reproduction, si vous voulez, l'homo soviéticus, il n'a pas de place pour l'homo soviéticus. Donc Lysenko a réussi à exclure tous les partisans de Mendel, c'est-à-dire tous les vrais généticiens de la génétique soviétique, alors par des procédés pas toujours très élégants, y compris de les envoyer en camp de concentration. Mais enfin, le résultat des courses, c'est que la génétique soviétique a pris 30 ans de retard. Est-ce que Lysenko n'avait pas un préjugé ? Évidemment, il avait un préjugé. Donc, cette idée que le théologien ne peut pas faire d'histoire parce qu'il a un préjugé ses engagnes, si vous voulez, ça ne s'applique pas parce que tout le monde a des convictions ou des présupposés
Mais là, ce qui est, et quand on accepte la vision biblique du monde, évidemment, on a une, disons, dans la tête, dans le regard, on a un certain nombre de cadres qui sont, on a une grille de lecture, on a une grille d'analyse, mais ça, tout le monde en a. Et c'est aussi vrai pour les athées que pour les autres. Et je vais vous donner justement un exemple intéressant. Vous avez Jacques Monod. Jacques Monod, prix Nobel de médecine, qui a publié un livre, juste après la réception du prix Nobel, qui s'appelle « Le hasard et la nécessité ». Donc Monod est athée. Alors, il dit la chose suivante: la pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l'objectivité de la nature, c'est-à-dire le refus systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance vraie toute interprétation des phénomènes donnés en termes de cause finale, c'est-à-dire de projet. Autrement dit, la finalité dont je parlais tout à l'heure, pour Monod, ça n'a pas de place en science. Postulat pur, à jamais indémontrable. Alors, il y a quand même l'honnêteté de reconnaître que cette idée qu'il faut exclure la finalité est indémontrable. Mais ce postulat est consubstantiel à la science. Autrement dit, voilà, moi je me suis refusé à définir la science à dit de mots, mais vous voyez, Monod, lui, est capable de dire la science, eh bien, il n'y a pas de finalité. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il dit l'objectivité, cependant, nous oblige à reconnaître le caractère téléonomique des êtres vivants. Le caractère téléonomique des êtres vivants, ça veut dire que les êtres vivants sont finalisés, l'oiseau est fait pour voler. Donc, l'objectivité nous admet à reconnaître que dans leur structure et performance, ils réalisent et poursuivent un projet. Il y a donc là, au moins en apparence, une contradiction épistémologique profonde. Ça n'est une contradiction que pour lui. C'est pas du tout une contradiction pour la science. Le problème central de la biologie, c'est cette contradiction elle-même. Mais c'est son problème. D'ailleurs, lui crée par son préjugé athée un problème pour la biologie. Si vous voulez. Et au nom de le théologien ne doit pas faire de biologie parce qu'il a un préjugé, c'est son dogme. Et une autre citation d'un Américain, donc un biologiste américain qui a eu la chaire de biologie à Harvard pendant 30 ans. Donc c'est pour vous dire l'influence qu'il a pu avoir sur des générations et des générations d'étudiants. Et puis en plus c'est quelqu'un d'important parce qu'il a travaillé sur la génétique des populations. Alors, notre empressement, écrit-il, à accepter des affirmations scientifiques contraires au bon sens est la clé pour comprendre la véritable lutte entre la science et le surnaturel. Donc, voilà un homme qui fait de la science, donc il n'a pas de préjugés. Nous prenons le parti de la science, malgré l'absurdité évidente de certaines de ses constructions, malgré son échec à remplir nombre de ses extravagantes promesses de santé et de vie, malgré la tolérance de la communauté scientifique pour ce qui n'est qu'histoire sans preuve, parce que nous avons un engagement préalable, un engagement envers le naturalisme. Qu'est-ce que c'est que le naturalisme? C'est de regarder la nature comme si Dieu n'existait pas. En outre, ce matérialisme est un absolu. C'est lui qui le dit. Le matérialisme, c'est pas du tout un absolu, c'est une thèse philosophique dérisoire. C'est matérialisme est un absolu, car nous ne pouvons pas permettre un pied divin dans la porte. Ça, c'est lui, si vous voulez. Donc, ce que je veux dire, c'est que Monod et Léontine, ce sont des personnages, ce sont des poids lourds de la science du XXe siècle. C'est des gens qui ont une influence gigantesque. Ce sont des gens qui ont un préjugé, mais caractérisé, un point dont je pense qu'ils ne sont même pas conscients. Et ça il n'empêche que ces gens-là prétendent exclure de la science tous ceux qui considèrent que le concept de Dieu, qui pourtant est le concept biblique de Dieu, avec Dieu créateur, qui est au fondement de la science moderne, eh bien que les gens qui se réfèrent au concept de création doivent être exclus du paysage. Donc ça, c'est pour bien montrer qu'il y a un problème de cohérence. Et pour vous dire à quel point le fait d'être chrétien n'empêche pas d'être utile à la science,
Je vais vous donner un exemple très très simple. Vous savez, toute la science, toute la technologie actuelle repose sur 3 inventions du 19e siècle. Si vous voulez, évidemment, il y a des progrès techniques permanents, mais si on parle des inventions fondamentales dont après on cherche les applications, il y a 3 grandes inventions qui ont été faites au 19e siècle, qui sont l'électromagnétisme, ça c'est Ampère qui faisait une communication à l'Académie des sciences tous les 15 jours. C'est un esprit prodigieux, Ampère. Branly, qui est l'inventeur de l'action à distance. C'est-à-dire le fait qu'on puisse appuyer sur un bouton ici, et puis quelque chose va se passer à des kilomètres éventuellement, ou au moins à quelques centaines de mètres. L'action à distance. Donc ça, c'est dans ce qui différencie notre technologie des civilisations qui ont précédé, hein, c'est l'électromagnétisme, l'action à distance, et le cinéma, l'écran, la lumière. Ben, justement, c'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma. Hein. Et l'ordinateur, si vous voulez, c'est une conjonction du cinéma, de l'électromagnétisme. Donc, nous sommes actuellement, on ne fait plus de découvertes fondamentales. Hein. Donc, nous vivons sur ces 3 grandes découvertes, et ces 3 personnages ont été des chrétiens convaincus. Bon, là je ne détaillerai pas, mais ça c'est pour dire que il n'y a manifestement aucun empêchement à être productif en science si on a des convictions religieuses. On peut être productif en science si on n'en a pas d'ailleurs. Mais je veux dire, l'idée de certains qui était de dire les convictions religieuses sont une contre-indication majeure pour faire de la science, évidemment, ça c'est forcément faux, puisque c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, maintenant voyons justement les limites et les incertitudes de la science. Alors, au fond c'est très simple. Vous avez le réel et le connu. Le connu c'est ce qu'on sait, hein, et le réel c'est ce qui est. Vous avez le paysage et la carte de géographie. Alors, il y a évidemment beaucoup plus dans le réel que dans le connu, il y a beaucoup plus dans le paysage que sur la carte de géographie. Et l'objet de la science, c'est le réel. C'est pas, ce qu'on connaît déjà, évidemment, c'est l'objet de l'enseignement scientifique, mais l'objet de la recherche scientifique, c'est d'aller au-delà du connu en direction du réel. Et pour ce faire, il faut une méthode. Alors, le problème, c'est que depuis le XVIIe siècle, depuis Galilée, il s'est fait une confusion dans le fonctionnement des esprits entre ce qui était mathématique et ce qui était scientifique. Galilée était le mathématicus du grand-duc de Toscane, et de bonne foi, je n'accuse pas du tout la personne de Galilée, mais il ne s'est pas rendu compte de l'énormité qu'il affirmait quand il appliquait à la science la qualité de certitude qui n'existe qu'en mathématiques. Pourquoi est-ce que la certitude est possible en mathématiques, hein, parce qu'on peut... quand on a démontré en mathématiques, normalement on est d'une tranquillité absolue sur ce qu'on a pu démontrer. C'est parce que l'être mathématique s'épuise dans la définition qu'on en donne. Autrement dit, il n'y a rien de plus. Alors, quand je dis 2 plus 2 égale 4, j'ai défini 4, et il n'y a rien de plus dans 4 que dans 2 plus 2. Donc, et c'est à ce point, ça épuise à ce point l'être mathématique qu'on est capable en maths de démontrer que quelque chose n'existe pas. Ce qui est, dans le monde réel, impossible. C'est parce que le monde des mathématiques, évidemment, est un monde particulier dans lequel le réel et le connu peuvent être identiques. Alors, je vous dis qu'on ne peut pas démontrer que quelque chose n'existe pas, mais en réalité, les experts passent leur temps à démontrer que des choses n'existent pas. Et, par exemple, un expert peut très facilement vous démontrer que vous n'êtes pas réunis ici, aujourd'hui, dans cette salle. C'est très simple. C'est parce que
vu le côté absurde du sujet, il est évident que cette conférence n'a pas eu lieu. Il voulait que la philosophie puisse contester la science. Si on disait la philosophie à l'épreuve de la science, alors là, évidemment, l'expert ne pourrait pas intervenir en disant non, ça c'est un sujet tout à fait vraisemblable, hein, la philosophie à l'épreuve de la science. Hein, parce que aujourd'hui, c'est la science qui est l'autorité intellectuelle dans notre fonctionnement social. Mais alors, vous savez très bien, par exemple, vous avez des comités de médecins qui, au XIXe siècle, avaient décidé que l'homme ne pourrait jamais dépasser 40 km/h, au-delà de 40 km/h, qui est la vitesse d'un cheval au galop, il se passerait des choses dans la circulation sanguine, dans la respiration, etc. Et donc c'était pas possible. Bon, vous savez que évidemment, l'homme est capable, même en mobilette, de dépasser 40 km/h. Et vous savez que les frères Wright, qui sont les premiers à avoir décollé, à l'époque, le plus lourd que l'air, il était évident pour les experts que le plus lourd que l'air ne pourrait jamais voler. Hein, parce que le lieu naturel des graves, c'est le bas. Hein, comment voulez-vous qu'un objet qui est plus lourd que l'air puisse voler? Les frères Wright étaient mécaniciens, ils ne savaient pas que le plus lourd que l'air ne pouvait pas voler, et ils sont réussis. Donc, si vous voulez, les experts en sciences ont un rôle utile parce que la société a besoin de se reposer sur des experts, mais ce rôle, il est très ambigu dans le fonctionnement de la science et dans le fonctionnement des progrès scientifiques. Sur le fait qu'on ne peut pas démontrer que quelque chose n'existe pas, vous avez tout le problème de ce qu'on appelle la pharmacovigilance en médecine. C'est-à-dire que quand on met un médicament sur le marché, théoriquement, il est sûr, s'il est prescrit dans les conditions qui ont été testées, etc. Mais l'expérience montre qu'on ne peut pas tout tester, qu'on ne peut pas, qu'il y a des circonstances qu'on ne pouvait même pas imaginer. Par exemple, on ne peut pas imaginer que les enfants des femmes enceintes ayant pris un certain médicament seraient eux-mêmes stériles. C'est le cas du Distilben. Bon, alors ça ne se voit que par la suite, et finalement, une fois qu'on l'a vu, alors là, on va tout de suite comprendre pourquoi c'est possible. Donc vous avez ce problème des limites de la science. Un autre problème, alors qui est sur lequel on bute beaucoup aujourd'hui, c'est la non-reproductibilité des expériences. Alors, on explique que, évidemment, la science repose sur ce qui est observé, expérimenté, etc. Mais on arrive à faire des expériences tellement compliquées qu'il est très difficile de les reproduire si le laborantin n'a pas lui-même passé des mois, voire des années, dans le labo qui a mis au point le dispositif. Et un exemple, vous avez ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Benveniste, la mémoire de l'eau, peut-être que ça évoque quelque chose pour chez l'un d'entre vous. Donc c'est l'idée que l'eau peut véhiculer des signaux qui n'ont pas de poids, enfin qu'il peut y avoir de toute façon des choses dans l'eau qui ne sont pas des substances analysables chimiquement. Moi, j'ai visité l'unité de l'INSERM où Benveniste travaillait, donc j'ai vu fonctionner une expérience tout à fait extraordinaire, hein, où même, alors là, c'est en plus avec action à distance, hein, donc il se passait quelque chose dans une salle, et puis on avait un cœur de boulet qui battait dans une autre salle, et puis on observait les battements du cœur sur un écran, etc. Enfin, il était une expérience comme ça, elle est très difficile à reproduire. Il y a un réglage extrêmement fin de tous les éléments de la chaîne, et donc le jour où Benveniste a sorti ce qu'on appelait la mémoire de l'eau, évidemment, inévitablement, comme ça déplaisait à certains intérêts, on a trouvé des laboratoires qui ont déclaré avoir refait l'expérience et ne pas avoir observé les résultats. Et ça, mais c'est très facile, et vous avez encore récemment, on a parlé de cette expérience de Seralini. Donc c'est un biologiste français qui a nourri des rats avec du maïs OGM et qui a observé un taux de cancer plus important chez ces rats-là. Alors
justement, là, on pourrait dire, ça c'est pas difficile à reproduire. Ça, l'expérience de Benveniste, c'est très compliqué à reproduire. L'expérience de Serralini, les expériences de Serralini, il s'est trouvé des laboratoires pour les refaire et déclarer que ça ne marchait pas. Alors après, il y en a d'autres qui ont refait en déclarant que ça marchait. Enfin, mais c'est pour dire que la notion de certitude n'a pas sa place dans les sciences réelles. Et ça, c'est très difficile à admettre parce que toute notre société repose sur, comme toute société, c'est Auguste Comte qui l'a dit, toute société repose sur une autorité spirituelle. Alors, comme on ne veut pas de l'autorité de l'Église au sens large, il faut autre chose et évidemment, Auguste Comte, avec le positivisme, était là, c'est la science. Autrement dit, ce sont les savants qui aujourd'hui exercent l'autorité spirituelle, enfin l'autorité de nature spirituelle dont la société a besoin. C'est-à-dire que les hommes politiques ont besoin d'une caution. Et quand on fait des comités d'éthique, on va mettre des scientifiques dans les comités d'éthique, sinon ces comités n'auraient aucune autorité. Et donc inévitablement, dans ces comités, ce sont les scientifiques qui l'emportent, parce que ce sont eux qui savent ce qui est vrai. Alors, ça c'est dramatique, parce qu'on a une société, si vous voulez, qui se repose sur des gens qui, d'une certaine façon, ne savent rien. Parce que, alors, savoir, c'est la science. Mais comme disait Hippocrate, savoir, c'est la science. Croire savoir, c'est l'ignorance. Vous voyez, Hippocrate, ça date, mais c'est pas mal. Eh bien, aujourd'hui, si vous voulez, les comités d'éthique sont truffés de gens. En plus, on les fait venir pour leur science. Ils vont forcément dire ce qu'ils savent, et tout le monde va s'appuyer sur ce qu'ils savent. Seulement, il faut bien comprendre que avec le savoir parcellaire de la science moderne, qui n'a plus rien à voir avec le savoir des savants de l'Antiquité qui étaient des esprits universels, y compris en recherche de sagesse. Ce savoir parcellaire fait que les gens peuvent être très qualifiés dans un domaine. Par exemple, les prix Nobel sont en général des gens très très qualifiés dans le domaine. Mais à côté de leur domaine, c'est monsieur tout le monde. Si vous voulez, on vit dans une société où les gens peuvent être justement très très forts dans un domaine très très précis d'une discipline scientifique, mais être tout à fait ordinaire le reste du temps. Donc là, il y a des problèmes dans la science moderne, il y a des problèmes liés à la nature de cette science, au fait que le réel dépasse le connu, au fait que l'homme est l'homme et qu'il a inévitablement des préjugés, des convictions, des biais, et que alors je ne parlerai pas de la théorie du modèle, mais ça c'est important, si vous voulez, on n'emploie plus le mot de vérité dans la science moderne. On ne cherche plus la vérité. On fait des modèles et on souhaite que ces modèles marchent. Alors la théorie du modèle, c'est un piège, enfin c'est une façon trop facile pour les scientifiques de se réfugier sur une position imprenable, puisqu'ils n'affirment plus rien. Ils n'affirment quant à la vérité des choses. Seulement, c'est un double langage, parce qu'en réalité, le même scientifique, il est très content quand il sort dans la rue que tout le monde s'incline devant son autorité et qu'on on lui déplie le tapis rouge pour aller patronner un comité d'éthique. Donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose qui est dommageable, qui est humainement dommageable pour eux, parce que, évidemment, ils se mettent eux-mêmes dans une situation, je dirais, destructive. Et puis dommageable pour la société, parce que c'est un mode de fonctionnement, évidemment, qui exclut la vérité, et on ne peut pas... la vérité, elle est indispensable. Donc, il faut bien voir que la science, c'est une activité humaine, et d'autant plus humaine que, aujourd'hui, 98% des scientifiques sont des salariés, avec tout ce que ça implique pour le travail scientifique, pour les budgets, pour la recherche, etc.
Alors, nous allons voir un cas, une application au cas de l'évolutionnisme, qui est un très bel exemple de cette différence entre, comme disait Hippocrate, entre le savoir et croire savoir. Alors, les deux inventeurs connus de l'évolutionnisme, c'est Lamarck et Darwin. Lamarck, c'est 1800, si on veut, et Darwin, 1859, pour donner les grandes dates. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est alors la théorie de l'évolution, c'est la théorie selon laquelle les êtres vivants n'ont pas toujours été comme ils sont aujourd'hui et ne resteront pas indéfiniment comme ils sont aujourd'hui, mais ils se transforment. Et ils se transforment au sens propre, c'est-à-dire ils se transforment, ils changent de forme, ils acquièrent des organes dont leurs ancêtres étaient dépourvus. Par exemple, vous avez des yeux aujourd'hui dans une certaine lignée. Mais si on remonte suffisamment dans le temps, eh bien, vous retombez sur des ancêtres qui n'avaient pas d'yeux. Ça, c'est ça le transformisme, l'évolutionnisme. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque où Lamarck et Darwin ont pondu ces thèses, la génétique n'existait pas. Autrement dit, la science qui concerne ce dont ils parlaient n'existait pas. Autrement dit, ce sont des gens qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. Mais ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Parce qu'en plus, ils n'en parlaient pas. Si vous voulez, Darwin ne parlait pas d'évolution. Darwin parlait de descendance avec modification, mais les modifications dont il faisait état dans son livre étaient des modifications qu'il avait observées, ou dont il avait eu connaissance par des rapports. Donc, si vous voulez, le piège, c'était qu'il était amené à extrapoler très au-delà de ce qu'il connaissait, et il croyait savoir. Et ce qui est très amusant, c'est que le darwinisme a failli s'effondrer, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle, tout simplement parce que Weismann avait montré qu'il n'y a pas hérédité des caractères acquis. Alors, les caractères acquis, c'est justement les nouveautés qui apparaissent pendant la vie d'un individu. Et l'idée de Lamarck et de Darwin était que, par exemple, vous savez, dans les corps de métier, ce qu'on appelle les déformations professionnelles, vous savez, les coiffeurs peuvent rester debout 8 heures d'affilée, sans se fatiguer, et les fils de coiffeurs pouvaient rester debout 8 heures d'affilée. Donc il y avait des déformations professionnelles qui semblaient transmissibles. Le problème, c'est qu'à l'époque, les métiers étaient héréditaires. Donc ça paraissait normal. Mais aujourd'hui, on sait très bien que le fils d'un chauffeur de poids lourd, d'une part, le chauffeur de poids lourd, ils n'ont plus besoin de biceps comme il y a 50 ans, et puis le fils d'un chauffeur de poids lourd, il n'y a pas forcément les biceps de son père. Bon. Donc il n'y a pas hérédité de caractère acquis. Alors le problème, c'est que ça mettait complètement par terre la totalité des thèses transformistes, qu'elles soient de type lamarckien ou de type darwinien. Et en 1910 est apparue la notion de mutation. Alors, la mutation, ça concerne justement les gènes, et donc c'est transmissible. Donc on a un élément nouveau, transmissible. C'était le salut pour le transformisme. Et donc, ça a donné ce qu'on appelle le néo-darwinisme aujourd'hui, c'est-à-dire que l'élément nouveau, l'innovation, est créé par la mutation, et puis la sélection naturelle fait en sorte de diffuser dans la population l'avantage acquis par quelques-uns des membres de la population. Donc c'était le salut pour l'évolutionnisme. Le problème, c'est que ce salut, à partir des années, disons 1920-1950, a été considéré comme acquis, alors que personne ne savait ce que c'était que les mutations. On avait vu qu'il y en avait, on savait, on avait pu mettre un mot sur les mutations, on voyait bien que ça concernait le génome. Maintenant, qu'est-ce que c'était que le génome? On n'en savait rien. Et ça n'est qu'aujourd'hui où on sait de quoi on parle en matière de mutation. Et évidemment, quand on regarde ce que sont si vous voulez, le mot mutation dans le langage courant, c'est un changement, c'est une transformation rapide et importante. Le mutant, c'est quelqu'un... mais le mutant, ça c'est le mutant des contes de fées.
c'est le surhomme. Maintenant, le mutant réel, c'est pas du tout ça. Le mutant, tout le monde essaye de muter le moins possible. Les gens qui vivent dans des ambiances radioactives ou radiologiques un peu chargées, maintenant, ils se protègent pour éviter les mutations. On vous dit que tel produit chimique, attention, c'est mutagène. Alors mutagène, maintenant, c'est péjoratif, c'est négatif. Il y a quelque temps, il y avait une réclame d'eau minérale en Bretagne. On expliquait que c'était l'argument de vente, c'était une eau radioactive. Je pense qu'aujourd'hui, la société des eaux de Planquette ou ailleurs ne mettrait plus eau radioactive. C'est la même eau, on la vend toujours. Mais l'argument de vente a changé. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les mutations, c'est délétère. Donc, mais c'est pour dire que l'évolutionniste est un très bon cas d'application de cette idée d'Hippocrate, sans laquelle croire savoir, c'est l'ignorance. Alors, on va faire une critique philosophique de l'évolutionnisme. On ne veut pas du tout s'occuper des faits, ça serait sujet pour d'autres exposés, et il y a ici des gens plus qualifiés que moi pour le faire. Mais on va regarder uniquement ce qui concerne le raisonnement, ce qui concerne le choix des mots, l'approche philosophique du sujet. Alors, il y a le premier point, ce qu'on appelle des glissements de sens. C'est-à-dire, c'est quand le sens du mot change un petit peu, mais on n'attire pas l'attention sur le fait qu'il a changé. Alors, le premier glissement de sens majeur, c'est sur le mot évolution lui-même. Vous avez sous ce mot deux sens radicalement différents qui n'ont rien à voir, mais qu'on désigne par le même mot évolution. Ces deux sens sont la microévolution et la macroévolution. La microévolution, c'est les petits changements qui se produisent au sein de l'espèce. Vous savez à l'intérieur de l'espèce chien, vous avez des races, en ce qui concerne la taille, le pelage, le poids, les caractéristiques, vous avez des différences énormes. Je pense qu'en poids, ça doit, entre le Chihuahua et le Saint-Bernard, ça doit être de 1 à 80. Enfin, je veux dire, autrement dit, à l'intérieur d'une espèce, surtout si on fait une sélection intelligente, on arrive à créer des variations, des variantes, des variétés, comme on dit, très différentes. Ça, c'est la microévolution. Microévolution ne pose aucun problème métaphysique à personne, et elle est très très bien documentée, y compris par Darwin d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il y a aussi la macroévolution. La macroévolution, c'est l'apparition d'un organe nouveau dans une lignée qui en était dépourvue. C'est ça la vraie. L'évolution qu'on vend à tout le monde à la radio ou dans les revues, etc., c'est la macroévolution. C'est le fait que un singe, un jour, est devenu un homme. C'est le changement d'une espèce à une autre espèce. Alors, le problème de la macroévolution, c'est qu'elle n'a jamais été observée et on ne peut même pas démontrer comment ça serait possible. Donc c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister dans le langage de la science, et néanmoins, vous avez des gens qui sont titulaires de la chaire d'évolution. En particulier, par exemple, Grasset, Pierre-Paul Grasset était titulaire à la Sorbonne de la chaire d'évolution des êtres organisés. Mais maintenant, donc Grasset payé pour enseigner l'évolution, maintenant c'est un des auteurs qui ont le mieux aperçu l'absence de preuve de l'évolution et la faiblesse de la thèse évolutionniste. Mais évidemment, il n'a jamais été au point de dire, puisqu'il n'y a pas de preuve, c'est peut-être le contraire qui est vrai. Un autre glissement de sens intéressant, mais qui est de même nature, dans les manuels, on vous présente comme exemple d'évolution la phalène du bouleau. Alors, c'est un papillon de nuit, alors il y a deux variétés, une variété sombre et une variété claire, et apparemment, dans la région de Manchester, où ça a été étudié,
à l'époque de la révolution industrielle, il y a beaucoup de fumée dans l'air, et donc les bouleaux étaient peut-être un peu noircis par la fumée, et on aurait observé, je dis aurait parce que bon, il y a beaucoup de points obscurs dans cette thèse sur la famille du bouleau, mais enfin, que la variété claire, blanche, a diminué en proportion par rapport à la variété obscure. Et on dit, c'est normal, c'est parce que les papillons de nuit qui se nourrissent les oiseaux de nuit qui se nourrissent des papillons, évidemment, c'était plus facile pour eux d'attraper les papillons clairs sur les bouleaux obscurs. Et puis la révolution industrielle s'est achevée, on a dépollué les fumées, etc. Et la variété claire du papillon est redevenue dominante. Bon. Et dans les manuels de science, on vous explique que c'est ça l'exemple de l'évolution en acte, c'est la sélection naturelle, c'est l'exemple qui manquait à Darwin, dit un certain manuel par exemple. Ça n'a strictement rien à voir avec l'évolution. C'est-à-dire vous avez une espèce avec deux variétés, et puis vous avez une variation démographique entre ces deux variétés, et une variation réversible. Donc l'espèce n'a pas changé, les variétés n'ont pas changé, et on vous dit, voilà l'exemple le plus solide de l'évolution qu'on ait à vous présenter dans les manuels. Donc là, c'est vraiment se moquer du monde. Mais ça marche, parce que sous le mot évolution, on met les deux sens. Donc en réalité, tous les exemples d'évolution qu'on présente, c'est des exemples de microévolution, mais tout ça est utilisé à l'appui de la thèse générale de la macroévolution. Vous avez le mot nature. Alors si vous voulez, pendant longtemps, la nature, c'était l'ensemble des créatures divines. Enfin, quand on vous parle de sciences naturelles, d'histoire naturelle, le mot nature, c'était la collection, une collection d'objets dont on pouvait faire un musée de sciences naturelles, par exemple. Vous avez à Paris le muséum de sciences naturelles, donc dans lequel on ramenait toutes sortes de choses intéressantes et diverses à regarder. Et puis vous avez un sens subjectif, c'est-à-dire la nature est un sujet qui opère, qui fait un certain nombre de choses. Alors ça c'est très net chez Lamarck, par exemple. Je vais vous citer dans son discours d'ouverture, le discours de l'an 8, donc en 1800. Il paraît, comme je l'ai déjà dit, que du temps et des circonstances favorables sont les deux principaux moyens que la nature emploie pour donner l'existence à toutes ses productions. Vous voyez, c'est la nature qui donne l'existence à ses productions. Autrement dit, on ne dit pas c'est Dieu qui crée ces créatures, c'est la nature qui donne l'existence à toutes ses productions. Mais c'est la même chose. On sait que le temps n'a point de limite pour elle, et qu'en conséquence, elle l'a toujours à sa disposition. Quant aux circonstances dont elle a eu besoin et dont elle se sert encore chaque jour pour varier ses productions, on peut dire qu'elles sont en quelque sorte inépuisables. Autrement dit, on a divinisé la nature. Deus sibi natura, disait-on déjà. Un autre présupposé inexact, c'est l'idée que le temps est par lui-même une cause. Et le temps qui passe, c'est l'horloge que je regarde. Mais il y a dans l'évolutionnisme cette idée que le temps par lui-même va produire des effets. Et surtout si ce temps est très important. Alors je vais vous lire une phrase de George Wald. Alors c'est un prix Nobel de chimie américain. La durée avec laquelle nous avons ici affaire est de l'ordre de 2 milliards d'années. Et partant, cela n'a aucun sens de juger quelque chose d'impossible sur la base de l'expérience humaine. En un temps si long, l'impossible devient possible, le possible probable, et le probable virtuellement certain. Il suffit d'attendre, le temps accomplira tout seul le miracle. Bon, c'est un prix Nobel de chimie
qui débite ces absurdités. Hein. Mais voilà, donc ça c'est aussi une très bonne illustration de ce que je disais tout à l'heure sur les limites, si vous voulez, des hommes de science, qui ne sont plus en même temps les philosophes, justement. Donc qui ne réfléchissent pas. Enfin, je ne sais pas, il a dû se relire pour les fautes d'orthographe, il ne s'est pas relu pour le contenu de ça. Vous avez la notion de la confusion entre ressemblance et descendance. Alors on vous dit, vous voyez, le singe ressemble à l'homme, donc ils ont un ancêtre commun. Enfin, parce qu'évidemment, on n'ose plus dire que l'homme descend du singe, parce que, évidemment, comme le singe a 48 chromosomes et l'homme 46, enfin, ça affiche mal maintenant. Mais donc, ils ont un ancêtre commun. Enfin, c'est reculer pour mieux sauter, si vous voulez. Mais en fait, la ressemblance n'implique pas la descendance. C'est le contraire qui est vrai. La descendance va induire une ressemblance. Et on se sert de l'un pour justifier l'autre. Mais le mieux encore, c'est l'extrapolation du contraire. C'est-à-dire que l'extrapolation en science, elle est tout à fait légitime. Je suis sûr que il y a des agendas qui vous donnent l'heure du lever du soleil demain, matin, à la seconde près. En fait, on n'en sait rien. C'est un événement futur. Mais on a une connaissance tellement fine de la régularité des mouvements astronomiques que les fabricants d'agenda se permettent de vous déclarer que demain, le soleil va se lever à telle heure, et vous avez tendance à les croire, parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe à une échelle d'extrapolation relativement réduite. Bon. Le problème, c'est que ce qu'on observe à l'échelle humaine, c'est la non-évolution, c'est la micro-évolution. Donc, de décider que si ça durait beaucoup plus longtemps, c'est le contraire qui s'est passé, c'est d'extrapoler, non pas ce qu'on a observé, mais d'extrapoler le contraire de ce qu'on a observé. Et ça, Cuvier avait déjà vu le danger. Alors Cuvier, c'est 1830, si on veut, 1820, c'est le fondateur de la paléontologie. Mais un grand esprit qui était père de France d'ailleurs. Je sais que quelques naturalistes comptent beaucoup sur les milliers de siècles qu'ils accumulent d'un trait de plume. Mais dans de semblables matières, nous ne pouvons guère juger de ce qu'un long temps produirait qu'en multipliant par la pensée ce que produit un temps moindre. Ça, à la fois c'est bien dit, mais c'est pas du tout ce qui se passe, puisque là on extrapole, Wald qui parlait de milliards d'années, on extrapole sur des durées astronomiques des phénomènes qu'on n'a observés que sur de très courtes périodes. Vous avez des glissements de sens, mais vous avez aussi des raisonnements faux. On peut par exemple transformer l'absence de preuves en facteur de crédibilité. Ça c'est subtil, mais c'est le fin du fin. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est la théorie saltationniste. C'est ce qu'on appelle la théorie des équilibres ponctués. Alors, vous savez que l'évolution graduelle, comme l'avait conçu Darwin, n'existe pas. Donc on ne trouve pas les êtres intermédiaires que la théorie appelle. Alors, c'est pour ça qu'on parle des chaînons manquants. Les chaînons manquants, c'est justement les intermédiaires qu'on n'a pas trouvés. Alors, deux paléontologistes américains, Gould et Eldredge, si vous voulez, on a inventé une théorie, qui est la théorie saltationniste, qui consiste à dire la chose suivante. Oui, effectivement, quand on regarde les fossiles dans une espèce, ils sont tous pareils. On décrit les espèces fossiles exactement comme on décrit les espèces vivantes. Il y a une stabilité. Donc il y a stase. Et bon, il n'y a pas employé le mot stabilité parce que ça serait anti-évolutionniste. Et puis Gould est d'autant plus évolutionniste qu'en plus il était marxiste. Mais donc il y a stase. Là, on crée un mot, en fait, qui veut dire la même chose que celui d'avant, mais comme c'est pas le même mot, on peut lui donner des sens un petit peu différents. Enfin, là, on est à la limite du glissement de sens, mais il y a stase des espèces fossiles, des subfossiles que nous observons. Mais il y a eu évolution, puisqu'il y a eu évolution. Donc, il y a une solution très simple.
c'est qu'il y a de grandes périodes, de longues périodes de stase. Et puis, il y a de courtes périodes où la pression de sélection se fait très forte, et là, on a un saut, et on passe à une autre espèce. Et comme ces périodes sont courtes, c'est normal qu'on ne trouve pas de fossiles. Donc, on transforme l'absence de preuves en facteur de crédibilité. Donc ça, donc, et si vous voulez, il y a des gens intelligents dans les scientifiques. Hein. Mais d'un point de vue philosophique, je dirais, c'est extrêmement faible. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire comme raisonnement. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle les tautologies, la survie du plus apte. Alors, si vous voulez, la survie du plus apte. Ben oui, qu'est-ce que le plus apte? C'est celui qui a survécu. Donc on n'a rien dit en réalité. Mais on croit avoir compris. Et du coup, on accepte l'évolutionnisme, parce que évidemment, c'est basé sur la survie du plus apte, et puis tout le monde aime bien la survie du plus apte, parce que, ça veut dire, évidemment, c'est moi, le plus apte. C'est un côté... Je pense d'ailleurs que le grand succès du darwinisme est lié au fait qu'il donne une justification à toutes les positions acquises. Mais ça serait un autre sujet. Le refus de conclure, ça c'est quand même important. Parce que, évidemment, on a dit, la logique avec le principe du tiers exclu, ça permet d'avoir des certitudes, et du coup, on n'aurait pas besoin d'aller voir si le contraire est vrai, etc. Ça, c'est à condition d'avoir conclu. Alors, vous avez des gens qui, comme tout à l'heure, je parlais de Pierre-Paul Grasset, qui reconnaissait que les mutations ne conduisaient absolument pas à donner des garanties de l'évolution, mais qui continuait à enseigner l'évolution, mais alors de manière... Parce qu'il parle aussi de mythe de l'évolution, enfin, Grasset est quelqu'un d'intéressant d'ailleurs à lire pour ça. Enfin, il n'a pas été jusqu'au bout de toutes les objections qu'il relevait lui-même contre l'évolution. Et vous avez donc lui était à la Sorbonne, et vous avez à Harvard 2 profs titulaires de la chaire de macroévolution. Alors c'est intéressant, la macroévolution, c'est la vraie évolution, qui sont John Maynard Smith et Urs Zatmary. Alors Smith c'est en anglais, Zatmary en hongrois. Alors Smith est mort maintenant, mais enfin ils ont publié dans Nature, donc une revue importante. Donc ça c'était en 95 d'ailleurs. Ils ont dit la chose suivante dans un article sur la macroévolution: il n'existe aucun fondement théorique pour penser que des lignées évolutives deviennent plus complexes avec le temps. Aucun fondement théorique. Ni aucune donnée empirique pour établir que ceci se produit. Alors, je vous pose la question. S'il n'y a aucune démonstration théorique, aucune donnée empirique, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Donc, c'est ce qu'il faudrait conclure de toutes les connaissances accumulées par ces 2 profs de Harvard, c'est que l'évolution n'existe pas. C'est ça Mais évidemment, le refus de conclure, évidemment, ça, ils ne vont pas faire ça parce que leur carrière universitaire se termine très peu de jours après, d'une part, mais c'est grave parce que c'est une faille morale chez eux. C'est-à-dire qu'on n'a plus aujourd'hui, ce sont des gens très, très intelligents, très savants, etc. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas le courage intellectuel qui devrait aller avec leur mission. Donc ça en dit long sur ce que peut transmettre l'université, qui transmet des connaissanses, mais ne transmet pas des modèles de... exemple, je me souviens en mai 68, si vous voulez, je suivais à la Sorbonne les cours du professeur de philosophie morale de la Sorbonne qui s'appelle Yankelevitch. Alors tout le monde devait acheter les livres d'Yankelevitch, etc. Professeur de philosophie morale. Et je me souviens d'un amphi où il était venu voir. Alors évidemment, on reconstruisait le monde, on reconstruisait l'université, les problèmes, etc. Et tout ce que Yankelevitch, le prof archi connu de l'université de l'époque, a trouvé à dire, c'est: mais dans votre schéma de l'université, moi, où est-ce que vous me mettez? Ça, c'est navrant, mais c'est vrai. Alors, ça nous amène aux pressions psychologiques sur la science, si vous voulez.
psychosociologique. C'est-à-dire qu'il y a l'homme de science ne fonctionne pas comme devrait fonctionner un homme amoureux de la sagesse, ayant le courage intellectuel d'aller au bout de ses convictions, etc. Ça fonctionne autrement. Ça fonctionne au consensus. Au consensus supposé. Parce qu'il n'y a jamais de consensus sur rien. Tout simplement parce que le vrai chercheur, il cherche à aller plus loin que ce qu'on connaissait, donc il n'y a jamais de consensus. Et d'autre part, mais il y a ce qu'on appelle les faits polémiques. Les faits polémiques, c'est les faits qui ne cadrent pas avec la théorie enseignée. Alors je vais donner un exemple très simple, les coprolites. Les coprolites, c'est les crottes de dinosaures fossiles. Alors, une crotte, c'est quand même un objet périssable, surtout dans la nature. Pour qu'il y ait des coprolites, il faut qu'il y ait eu des événements brutaux qui ont enfoui, et puis après ça s'est fossilisé. Ça veut dire que dans l'histoire de la Terre, il y a eu des catastrophes. Or, toute la géologie enseignée est basée sur la thèse de l'actualisme, c'est-à-dire qu'il ne faut faire de science qu'à partir des phénomènes que l'on constate aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on constate du vent, de la pluie, du gel, de l'érosion, etc. Et il faut expliquer toute l'histoire de la Terre comme ça. Les coprolites, c'est un fait polémique par rapport à la théorie actualiste. Mais c'est la théorie actualiste qu'on enseigne dans les cours de géologie. Il y a une autre chose importante qu'il faut savoir, c'est que ceux qui dérivent de la pensée consensuelle ne peuvent pas rester à l'université. Alors, je vais vous donner 3 exemples très, très simples, mais il y en aurait beaucoup plus. Alors, il y en aurait beaucoup plus d'ailleurs si les gens avaient le courage d'aller jusqu'au bout de leurs convictions, mais ça c'est... il faut comprendre que justement aujourd'hui les scientifiques sont des salariés et on a besoin de faire vivre sa famille. Enfin, mais vous avez Jean-François Morel, qui est un biologiste qui travaillait comme chercheur au CNRS. En plus, lui a fait sa thèse sur la biologie du développement, c'est-à-dire sur l'évolution. Et il a écrit un livre contre Darwin, mais il a été obligé de quitter le CNRS. Il ne pouvait pas rester à partir du moment où il critiquait et ça a été compliqué pour lui. Enfin, on l'a obligé à démissionner. Vous avez le cas de Richard von Sternberg. Alors c'est un Américain, double doctorat de paléontologie, de génétique, qui travaillait à la Smithsonian Institution. Donc c'est le groupe de musées le plus important du monde. Hein, c'est 19 musées réunis à Washington. Et il était directeur d'une revue, et un jour, dans cette revue, a été publié, revue à comité de lecture, hein, donc qui était relue par d'autres que lui, a été publié un article qui était anti-darwinien. C'est pas lui qui avait écrit l'article, mais évidemment, c'était le directeur de la revue. On l'a obligé à partir. Alors lui, dans son malheur, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il a pu faire reconnaître par le Sénat américain que c'était un cas de harassment. C'est-à-dire qu'on lui a créé une vie telle qu'il a été obligé de démissionner. Bon. Et puis vous avez tout récemment, puisque c'est en 2017, le cas à l'Université de Californie, le cas de Mark Armitage. Alors Mark Armitage enseignait la biochimie, et il a fait une analyse de tissus mous. Alors c'est ce qu'on appelle les tissus mous de dinosaures. Alors ça aussi, les tissus mous de dinosaures, c'est un fait polémique. C'est-à-dire que théoriquement, les dinosaures, c'est fossile. Les fossiles, c'est quand la matière organique s'est transformée en matière minérale. Et néanmoins, dans des os de dinosaures, on trouve des globules sanguins, on trouve du collagène qu'on peut dater par le carbone 14. Enfin, bon. Alors évidemment, c'est des faits polémiques qui ne me gênent pas du tout, puisque c'est tout à fait cohérent avec la vision biblique d'une préhistoire courte et puis du déluge qui vient transformer un certain nombre de choses. Bon. Mais ça a dérangé l'université, et 15 jours plus tard, Mark Armitage a été éjecté.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il n'y a pas l'équivalent du système des prud'hommes aux États-Unis, mais on va au tribunal, enfin, finalement, il est allé au tribunal, et finalement, il y a une transaction. C'est-à-dire que l'université n'a pas voulu reconnaître qu'elle l'avait sanctionné pour une raison qui n'avait aucun rapport avec ses qualités de scientifique. Et donc il a touché une somme d'argent et puis l'affaire en est restée là. Et vous avez la loi, mais le résultat des cours, c'est que les gens ignorent, même des gens très avant, tous les arguments qui existent contre la théorie de l'évolution. Et ça j'en ai un témoignage direct qui est, vous savez, il y a l'Académie pontificale des sciences. Elle se réunit 2 fois par an, et en 2008, le sujet en novembre 2008, le sujet de la réunion, c'était la théorie de l'évolution. Et un membre correspondant du CEP, Matthias Gertitsch, a pu assister à cette session ça durait 3 jours. Ça donne du temps pour parler avec les gens, il y a les repas, il y a le pouce-café, etc. Et il nous a dit après, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que, alors c'est l'académie au monde où il a le plus de prix Nobel. Évidemment, c'est normal, elle recrute sur toute la planète au lieu de recruter sur un seul pays. Mais c'est que ces gens-là, aucun d'entre eux n'avait conscience du fait qu'il y avait des arguments scientifiques contre l'évolution. C'est intéressant parce que ça montre que si vous voulez, l'exclusion des dissidents et le refus de conclure, l'abandon des faits polémiques, tout ça agit y compris sur les esprits de ceux qui sont les plus compétents dans leur discipline. Et autre exemple très simple, quel est le budget publicitaire du principe d'Archimède ? Le principe d'Archimède, vous savez, c'est le fait que quand un corps plongé dans l'eau reçoit une poussée verticale égale au poids de l'eau qu'il a déplacée. Il n'y a pas de budget publicitaire pour persuader l'humanité que le principe d'Archimède est vrai. Or, il y a un budget publicitaire gigantesque pour persuader l'humanité que la théorie d'évolution est vraie. Rien que ça, c'est une anomalie frappante. Ça montre bien que ça n'est pas de la science. D'abord parce qu'il faut persuader, on ne peut pas convaincre, donc il faut persuader indirectement. Alors on crée des expositions, etc. Il y a des films, etc. Mais ça montre bien que ce n'est pas de la science. Alors qu'est-ce que c'est ? Si l'évolutionnisme n'est pas de la science, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est très simple. C'est la projection sur la nature du mythe du progrès. Alors un mythe, si vous voulez, c'est quelque chose de subtil, mais au fond, un mythe, c'est une force qui agit sur les esprits. Le mythe du progrès, évidemment, depuis le XVIIIe siècle, si vous voulez, a une influence gigantesque. Alors ça commence à s'égratigner un petit peu en ce moment, mais c'est quand même toujours dans la course. Eh bien, si vous projetez le mythe du progrès sur la nature, ça vous donne la théorie de l'évolution. Et cette projection sur la nature du mythe du progrès, elle date de bien avant Lamarck. Elle est chez Diderot, elle est chez d'Alembert, elle est chez les philosophes du XVIIIe siècle. Et simplement, Lamarck et Darwin ont donné un habillage scientifique au mythe du progrès, mais ils ne l'ont pas inventé. Et c'est pour ça que leur thèse a été aussi facilement acceptée. Alors pourquoi cette force est-elle susceptible de recevoir un budget publicitaire important ? C'est parce qu'elle fait l'affaire de ceux qui s'opposent à la vision biblique du monde. Si vous voulez, j'ai parlé de la vision biblique du monde qui était au fondement de la science occidentale, mais cette vision, elle est basée entre autres sur l'idée de création et l'idée de la chute. La chute, c'est qu'il y avait une perfection primitive qui s'est perdue, c'est qu'il y a du mal dans l'univers, et il n'y a pas de place pour le progrès. Enfin, il y a place pour un progrès individuel et un progrès moral, mais l'univers, il est marqué par la chute, et qui est une responsabilité humaine. Donc il y a toute une vision du monde derrière cette notion de chute, et le mythe du progrès, évidemment, c'est la négation de la chute. Et ça a été très bien vu d'ailleurs par
par la première traductrice et préfacière en allemand de Darwin, qui était professeur de philosophie à Lausanne et qui, à l'occasion, je vous conseille de lire la préface. Bien, donc le moment maintenant arrive pour conclure. J'ai tracé un certain paysage de la science et Platon nous dit que la science commence par l'étonnement, par l'émerveillement. Il faut être curieux pour faire avancer les sciences. Celui qui n'a pas de curiosité et qui n'a pas de capacité d'émerveillement ne va pas faire progresser la science. Alors, cette attitude, elle est toute naturelle dans la vision biblique de la création, puisqu'on sait que les êtres ont une finalité, qu'ils ont été créés par une intelligence, et donc il y a quelque chose à comprendre. Mais cette vision-là du monde, elle n'est plus partagée aujourd'hui par un grand nombre de gens. Donc il y a deux lignées dans la science. Dans la science moderne, deux lignées. Il y a une lignée que j'appellerais une lignée de science théorique, qui est une science orgueilleuse, c'est-à-dire qui s'attache beaucoup au connu, qui se glorifie du connu, et qui n'est pas aussi attentive qu'il le faudrait au réel. Et cette science-là ne recherche pas l'effet polémique. Et elle est obnubilée par la cause matérielle. Elle ne veut pas de la cause finale, mais la cause matérielle, ça, c'est son fonctionnement. Et c'est une science a priori. C'est une science rationaliste. C'est-à-dire qu'on part d'idées théoriques, on part de principes, et puis on déduit à partir des principes. Et puis, alors on dit, mais c'est une science hypothético-déductive, jusqu'à un certain point. Parce que quand la déduction ne colle pas, on n'est pas toujours capable de remonter à la chaîne et de dire, c'est que l'hypothèse, il faut la changer. C'est donc le refus d'effets polémiques dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est la première lignée dans la science moderne, c'est, je dirais, la lignée théoricienne, rationaliste, kantienne, pour ceux qui aiment la philosophie. Et puis, il y a une science a posteriori, c'est-à-dire une science fondée sur l'expérimentation, mais qui reste soumise aux faits, attentive aux faits, et qui est, y compris les faits inexplicables. Et c'est celle-là qui fait faire des progrès. Et vous avez un très bon exemple, c'est celui de Kepler. Alors Kepler, c'est lui qui a découvert que les planètes avaient des orbites elliptiques. Dans le système de Copernic, il y avait 5 épicycles. Alors ça, on ne sait pas, tout le monde croit que c'est le système des Grecs qui avait des épicycles. En fait, dans le système de Copernic, voulait que tous les mouvements célestes soient des mouvements circulaires. Donc, il faisait comme avant, il faisait des épicycles, et il y avait, pour le mouvement de la planète Mars autour du Soleil, il y avait 5 épicycles. Et Kepler était l'élève de Tycho Brahe, qui était un observateur remarquable des mouvements célestes, qui avait fait un très grand nombre de relevés astronomiques. Et entre la réalité observée par Tycho Brahe et le modèle, il y avait à un moment donné 8 minutes d'angle d'écart. Alors 8 minutes d'angle, c'est un tout petit angle. Ça représente, 1 mètre à 300 mètres de distance, etc. Enfin, alors dans un contexte classique, par exemple dans le contexte actuel, où tout le monde est pressé de publier, un petit écart de 8 minutes d'angle n'aurait empêché absolument personne de publier son papier, etc. Mais Kepler, qui était pressé de publier d'une part, c'était une autre époque, et il savait que Tycho Brahe était un observateur d'une rigueur extrême, et donc il fallait, ça l'a poussé à réfléchir, et c'est comme ça qu'il a trouvé le mouvement elliptique des planètes, qui a été une révolution pour l'astronomie. Donc ça c'est justement, on est dans la science a posteriori, c'est-à-dire qu'on réfléchit à partir de l'observation, surtout de l'observation qu'on ne comprend pas, au lieu de faire des déductions théoriques. Et donc c'est une science humble, parce qu'elle est attentive au réel. Et en ce sens-là, d'une certaine façon, je dirais, le réel c'est Dieu.
Donc la science a posteriori est une science qui n'est pas gênée de se soumettre à l'idée d'un ordre général de la création et d'une intelligence créatrice. Donc je dirais que la science, actuellement, elle est en péril parce que c'est manifestement la lignée théorique qui a l'autorité sur la lignée expérimentale. Et donc ce péril, mieux vaut le savoir que l'ignorer. Or, de ces savants qui refusent de voir la manifestation de Dieu dans ses œuvres, Saint Paul dit une chose intéressante, il dit « Science, se flattant d'être sages, ils sont devenus fous. » Et je pense que ça qualifie très bien toute une branche de la science actuelle. Et ça, c'est dramatique, parce que compte tenu de l'autorité exercée par les scientifiques, il faut bien voir que la science, ce n'est pas le contraire de la folie. La science renforce la folie. Donc, le fait d'avoir des scientifiques, alors ils sont pas fous au sens, dans tous les sens du terme, mais ils sont fous en ce sens qu'ils ont perdu le sens du sens. Donc, ils ont perdu l'essentiel. Ils ont perdu la cohérence de la vision du monde. Et ils ont une vision du monde dans laquelle l'homme individuel a aussi sa place, et même une place plus importante peut-être que tout le reste. Vous savez qu'il n'y a plus de connexion cérébrale dans chacun de nos cerveaux qu'il y a de feuilles dans les arbres des forêts canadiennes. Ça, c'est une image, mais c'est pour vous donner une idée de la complexité que représente le moindre être humain. Donc on se focalise, si vous voulez, sur l'astrophysique, etc., mais c'est un domaine dans lequel il y a très peu de complexité. Donc si on veut comprendre l'univers, il faut, c'est Nietzsche qui disait d'ailleurs, dans un domaine, ce qu'il faut expliquer, c'est le plus subtil d'un domaine, c'est pas le plus basique. Donc l'homme est l'être, l'objet de science le plus subtil, et d'une certaine façon, les hommes de science qui ont perdu cette conscience de l'importance de l'homme dans la création divine, donc qui se fabriquent une science dans laquelle on perd de vue justement la cohérence de l'ensemble, d'une certaine façon, ce sont des fous et ce sont des gens qui sont dangereux pour notre société.